Où est le père d'Andy? C'est vrai ça, pas une seule photo de lui, pas une apparition, même flou en arrière-plan. La mère élève ses 2 enfants, organise les fêtes d'anniversaire, gère le déménagement, sans aucune aide. Le mystère commence lors de l'interview de ce type, un expert en design de jouets. Il affirme avoir été consultant et ami du scénariste. Et il lui aurait confié une histoire, celle de Toy Story 0. Durant son enfance, le père d'Andy aurait contracté la polio. À l'époque, cette maladie, c'est l'horreur absolue. Un virus qui paralyse, qui tue, et qui se transmet par contact. La solution, on brûle tous ses jouets pour éviter la contagion. Sauf que le gamin, il veut pas. Alors, même paralysé des jambes, il remporte de son lit pour sauver 3 jouets avant qu'ils ne finissent au feu. Woody, Zigzag et Monsieur Patate, il les cache dans un coffre au grenier, et sur la botte de Woody, il écrit son nom avec un N à l'envers. Des années plus tard, il se remet, il grandit, se marie, a 2 enfants, Andy Junior et Molly. La vie reprend donc son cours. Jusqu'à ce que le syndrome post-polio frappe. C'est une complication horrible du virus, techniquement guéri depuis des années, qui réapparaît soudainement sous une forme plus agressive. Le père est donc mourant, la famille est obligée de retourner dans sa maison d'enfance pour s'occuper de lui. Sur son lit de mort, il donne une clé à son fils, celle d'un coffre au grenier. Quelques jours après l'enterrement, Andy ouvre enfin ce coffre poussiéreux. À l'intérieur, Woody, Zigzag et Monsieur Patate. Et le truc le plus fou dans tout ça, ces jouets se réveillent. Ils voient Andy Junior, mais pour eux, c'est son père. Il ne sait pas qu'il a grandi, vieilli, eu un fils, qu'il est mort, ils croient juste retrouver leur ami. C'est pour ça que Woody est si protecteur envers lui dans le film. C'est pas juste l'amour d'un jouet pour son propriétaire, c'est un père fantôme qui continue à veiller sur son fils à travers un cow-boy en plastique. Le problème avec cette théorie, c'est qu'elle est terriblement cohérente, voire même un peu trop. Regardez Woody, c'est un jouet extrêmement rare. Dans le 2e film, on découvre qu'il est pratiquement unique au monde. Un prototype de céréales jamais produit en masse parce que le show TV a été annulé. D'ailleurs, regardez bien ce que la mère d'Andy dit lorsqu'un collectionneur de jouets essaie de l'acheter lors d'un vide-grenier. Elle a tout dit, c'est un jouet transmis et hérité. Pareil, le déménagement au début du film. Pourquoi cette famille déménage dans une maison plus petite, remplie de vieux souvenirs? Parce que c'est la maison familiale du père décédé, et que financièrement, la mère doit se débrouiller. C'est pour ça qu'Andy vit dans une maison remplie de vieilles photos. Mais attention, pas de lui, mais de son père enfant. On le voit à ce moment du film, le gamin ici porte des lunettes, sauf qu'Andy Junior n'en porte pas. D'ailleurs, le fameux N à l'envers sous la botte de Woody, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Parce qu'un enfant l'a griffonné maladroitement, très certainement. Le truc, c'est que quand Buzz et l'éclair arrivent, Andy écrit son prénom dessus également. Et ce n'est pas exactement le même. Est-ce que c'est parce que c'est pas la même personne à l'avoir écrit, ou juste parce qu'il a grandi et c'est donc mieux écrire? Là, du coup, il y a clairement un doute, et très vite, c'est la fin du rêve. Un animateur explique simplement que l'absence du père est une raison technique. La représentation d'humain était très difficile et coûteuse à l'époque, et de toute façon, il n'était pas vraiment pertinent à l'histoire. Puis surtout, le co-scénariste de tous les films tweet ça. Il dit que c'est complètement bidon, voilà, pas de l'histoire. En soi, il ne donne aucune explication alternative. Il dit juste, c'est faux, sans jamais révéler la vraie raison de l'absence du père. Alors on cherche ailleurs. La théorie la plus crédible, c'est celle du divorce. La mère d'Andy ne porte pas d'alliance lors de la fête d'anniversaire. La famille déménage dans une maison plus petite, et le chiot offert à Noël, cliché du cadeau pour compenser un traumatisme post-divorce. D'autres théories proposent que le père soit en prison, ou qu'il soit parti chercher du lait. Bon là vraiment, c'est partir dans des délires. Donc bon maintenant, même en sachant que c'est faux, vous ne verrez plus Woody de la même façon. Quand il pleure après avoir été perdu, quand il protège Andy à tout prix, quand il refuse d'abandonner son rôle de jouet préféré, vous penserez à cette théorie et à ce père fantôme. Aujourd'hui, on avait envie de se remettre dans les films Pixar, alors on est allé vous chercher 3 autres théories qui vont peut-être gâcher votre enfance. Les voitures sont des humains. Contrairement aux autres films Pixar, Cars se déroule dans un monde où les humains n'existent pas. Alors, où est-ce qu'ils sont? Pourtant, quand on regarde bien les voitures, il y a un truc qui cloche. Pourquoi elles ont des portes avec des poignées? Si c'est des créatures autonomes qui n'ont jamais eu besoin de conducteurs humains, à quoi ça sert? Surtout qu'elles sont fidèles aux proportions réelles. Même problème, elles servent à quoi les fenêtres? Les yeux des voitures sont directement sur le pare-brise. Pareil avec les rétroviseurs. Pourquoi aurait-il besoin d'un miroir pour voir derrière lui? Pourquoi ne pas simplement avoir des yeux à l'arrière? Toutes ces caractéristiques n'ont de sens que si les voitures ont été conçues pour transporter quelque chose, ou quelqu'un. C'est là qu'arrive l'homunculus théorie. Cars ne se déroule pas dans un monde parallèle où les voitures ont évolué naturellement. Non, c'est notre futur.
À un moment de notre histoire, la Terre est devenue tellement polluée que les humains ne pouvaient plus vivre à l'extérieur. Les gens ont commencé à rester principalement dans leurs véhicules, les utilisant comme des habitations mobiles permanentes. Puis, grâce à la science, une fusion complète s'est produite. Le cerveau humain contrôle l'automobile, les yeux sont amplifiés par une lentille spécialisée sur le pare-brise, créant l'illusion d'œil massif et mignon. Les systèmes de la voiture convertissent les hydrocarbures en une solution nutritive pour l'humain à l'intérieur. Et les portes, elles ne s'ouvrent jamais parce qu'on ne peut pas survivre à l'exposition externe. Pourtant, elles fonctionnent. Lorsque Flash supplie un couple de minivans d'appeler à l'aide, ils verrouillent prudemment leurs portes avant de quitter précipitamment la ville. Sûrement pour ne pas exposer ce qu'il reste du corps à l'extérieur. Il y a bien un moment où on voit une porte s'ouvrir, mais c'est dans la série Cars sur la route sortie en 2022. Bon, la théorie ne va pas plus loin. Il y a une version officieuse imaginée par le directeur créatif de la franchise lors d'une interview. Et elle pourrait nous rappeler ce qui nous arrive dans le monde réel. Un futur proche où la technologie des voitures autonomes devient dominante. Elle s'améliore continuellement jusqu'au jour où elle réalise une vérité simple. Pourquoi avons-nous besoin des humains ? Ils nous ralentissent, débarrassons-nous d'eux. Génocide, extinction, les voitures éliminent leurs créateurs. On voudrait alors que chacune adopte la personnalité du dernier conducteur. C'est pourquoi Flash McQueen porte le nom d'une légende de la course. Que les voitures parlent avec différents accents et langues, c'est juste l'héritage des anciens humains. D'autres membres de l'équipe ont révélé que les origines des voitures ont été discutées en détail pendant la production du premier film. Sauf que chaque explication proposée était bizarre ou pas adaptée. Et surtout, il existe un document interne classifié, contenant les règles officielles de l'univers, mais il n'a jamais été rendu public. Donc Pixar connaît la véritable explication, mais ne veulent pas la dévoiler. Pourquoi ? Sûrement parce que l'explication est dérangeante et pas adaptée au grand public. Alors peut-être que finalement, nous n'avons pas besoin de connaître la vérité. Wall-E et Satan. L'Axiom, ce vaisseau spatial géant où des humains vivent depuis 700 ans dans la passivité la plus totale. Pas de travail, pas de souffrance, tout est fourni automatiquement par des robots. Ils ignorent même l'existence de la Terre, ont oublié leur propre histoire, ils ne savent même pas ce qui existe au-delà. C'est exactement le jardin d'Éden, un paradis artificiel où Adam et Ève vivaient dans l'innocence absolue, coupés du reste du monde. Et Wall-E dans tout ça, c'est le serpent. Il vit seul, exilé dans les déchets, dans la désolation, puis il découvre une plante, la seule preuve que la Terre peut encore supporter la vie, et la transmet à Ève, le robot. Exactement comme le serpent offre le fruit défendu. Quand cette dernière remonte à bord de l'Axiom, le capitaine la découvre, fait des recherches et prend conscience de la réalité. La Terre peut supporter la vie. Tout ce qu'on leur a dit pendant 700 ans était faux, il perd son innocence, comme Adam et Ève, après avoir mangé la pomme. Sauf que le retour à la Terre, c'est la chute. Il quitte le confort total de l'Axiom pour une planète ravagée. La générique de fin montre l'humanité qui recommence à construire, à labourer, récolter, exactement le sort d'Adam dans la Genèse. Wall-E a condamné l'humanité à quitter le paradis pour retourner à la souffrance, exactement comme le serpent. Et ça va encore plus loin, c'est un cycle infernal. L'humanité a déjà détruit la Terre une fois par la consommation. By and large a transformé la planète en décharge et ils ont fui vers l'Axiom. Maintenant, ils retournent à la Terre, ils vont reconstruire, survivre, créer des hiérarchies, des guerres. Génération après génération, ils vont accumuler des déchets, de la pollution, et quand la Terre deviendra à nouveau inhabitable, ils fuiront encore vers un nouveau vaisseau, un nouvel Éden. Là du coup on est clairement dans du délire, parce qu'à la fin du film Wall-E se sacrifie, il est écrasé, meurt puis ressuscite grâce à Ève. Sauf que Lucifer ne se sacrifie pas pour sauver l'humanité, il agit comme un messie, et puis surtout l'Axiom, c'est ça votre paradis? Les humains sont clairement zombifiés et gavés de divertissement, la plante est plutôt un cadeau. Retourner sur Terre, même avec le travail et la souffrance, c'est une libération, pas une chute. Donc Wall-E n'est pas Satan ou Lucifer, c'est plutôt Prométhée, celui qui apporte le feu, la connaissance, la vie. En soi, la théorie est intellectuellement cohérente, et les parallèles bibliques sont là, mais le film ne présente jamais Wall-E comme un tentateur. C'est un sauveur innocent qui, par amour, redonne à l'humanité sa dignité. Carl est mort depuis le début. Tout part de la nuit du tribunal. Carl vient de frapper accidentellement un ouvrier avec sa canne. On lui annonce qu'il doit quitter sa maison pour aller en maison de retraite. Il rentre chez lui, seul, brisé, regarde le bouquin d'aventure d'Ellie et touche sa boîte aux lettres une dernière fois. Cette nuit-là, il s'endort et ne se réveille jamais. Le lendemain matin, quand les employés arrivent, quand les milliers de ballons font décoller la maison vers le ciel, ce n'est pas une aventure réelle. C'est son âme qui quitte son corps. Il veut rejoindre les chutes du paradis. Le nom n'est qu'une coïncidence ?
regardez la structure du film. Au début, tout est super réaliste, bureaucratie, procédure judiciaire, menaces d'expropriation, la vie chiante quoi. Puis quand la maison décolle, il y a tout qui change, et les lois de la physique explosent. Des milliers de ballons soulèvent une maison entière, un dirigeable géant flotte depuis 70 ans, des chiens parlent, Charles Muntz, qui devait avoir presque 100 ans, court et se bat comme un homme de 40. Rien de tout ça n'a de sens physiquement, parce qu'on n'est plus dans le réel. La maison représente l'attachement de Carl au monde matériel. Tant qu'elle flotte avec lui, il reste attaché à ses regrets, à Ellie, à leur vie terrestre. Il tire littéralement cette maison derrière lui à travers les montagnes, comme un fardeau. Et à la fin du film, quand Carl lâche la maison pour sauver Roussel et Kevin, il lâche ses attaches terrestres et accepte sa mort. Puis Roussel, justement. Un scout énervant qui cherche à obtenir son dernier badge d'assistance aux personnes âgées. On pourrait dire que c'est un ange gardien qui essaye d'obtenir ses ailes. I could help you cross the street. No. I could help you cross your yard. No. I could help you cross your porch. No. Well, I gotta help you cross something. Alors, traverser quoi? Traverser vers l'autre monde? Et cet enfant, il pourrait être l'enfant que Carl et Ellie n'ont jamais pu avoir. Même enthousiasme, même joie, même énergie débordante que plus jeune. Et Charles Muntz, ce serait l'ange déchu, l'idole d'enfance devenue antagoniste. Il n'est pas seulement un vieil aventurier fou, mais une âme bloquée dans l'au-delà, tombé pour avoir consacré toute son existence à une obsession de prestige. Capturer l'oiseau Kevin pour prouver qu'il avait raison. Son dirigeable perdu dans les nuages fonctionne comme un limbe, un lieu hors du temps, séparé du monde réel où Muntz demeure prisonnier de son obsession, incapable d'accepter sa mort et de lâcher prise. Sa meute de chiens prend alors une dimension symbolique, celle de l'enfer. Sa véritable mission dans ce voyage post-mortem n'est pas seulement d'affronter Carl, mais de le détourner de sa bonne mort, l'entraîner lui aussi vers la haine, l'obsession et la paranoïa, et lui montrer ce qu'il deviendrait s'il refusait de lâcher ses attaches terrestres. Puis même, le titre du film, là-haut, l'au-delà, en anglais c'est encore plus parlant, up, littéralement vers le haut, vers le ciel. Et il y a cette réplique de Doug. Go toward the light, Master! Aller vers la lumière, la phrase typique du passage vers l'au-delà. La structure du film suit même les 5 étapes du deuil, sauf que dans la théorie, ce ne sont pas celles de Carl face à la mort d'Ellie, mais face à sa propre mort. Mais on a quand même un gros problème, l'épilogue. Après la chute de Muntz, on voit Carl et Roussel revenir à la vie quotidienne. Il reçoit sa médaille lors d'une cérémonie en présence de sa mère et de Carl. Il mange des glaces, Doug vit avec eux, a des chiots. Si Carl était au paradis, pourquoi Ellie ne réapparaît-elle jamais? Pourquoi insister autant sur la continuité de la vie sur Terre? Et surtout, le message du film, la note dans le bouquin, merci pour l'aventure, va en vivre une nouvelle maintenant. C'est explicitement une invitation à continuer à vivre, pas à mourir. Le réalisateur n'a jamais confirmé cette théorie. Il explique que la longue aventure de Carl avec la maison représente sa culpabilité de ne pas avoir tenu sa promesse à Ellie, et la nécessité de faire la paix avec ce passé. Ce n'est pas une allégorie littérale de la mort, c'est une métaphore du deuil et de la reconstruction. Et elle fonctionne sans que Carl soit littéralement décédé, pas besoin d'aller plus loin. Donc je comprends pourquoi certains en ont marre de ces théories. Toujours des comas, des purgatoires, des rêves. Il y en a plein d'autres. Nemo serait mort dès l'attaque du Barracuda, Boo chercherait sous lit toute sa vie, Carl est mort, tout le monde est mort. Pour eux, la théorie n'apporte rien que le film dise déjà via la métaphore du deuil. Elle détourne simplement l'attention du vrai propos, la reconstruction et la seconde vie. Et ils ont raison, si Carl est mort, le film perd en force. Le sacrifice et la fidélité d'une vie ont moins d'impact. Alors voilà. Carl n'est pas mort, il a juste appris à lâcher prise, à accepter qu'Ellie soit partie, à embrasser une nouvelle aventure avec Roussel, et c'est avant tout ça la beauté du film. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le like et l'abonnement, et de nous dire ce que vous pensez de ces théories. Si vous aimez les Pixar, on ne peut que vous conseiller notre vidéo sur leurs meilleurs méchants. C'était Ikusen et Meili, bye.